Bonjour à tous et bienvenue sur la radio des solidarités. Alors, je suis dans le camion de la radio des solidarités et j'y accueille aujourd'hui 3 personnes pour parler d'un sujet qui me tient à cœur dans le contexte politique réactionnaire aujourd'hui. On s'intéresse en fait pour cette émission à l'étude publiée par la Fondation Ceci n'est pas une crise et écrite par Jérôme Van Rochefeld-Epstein. Je vais parfois écorcher ce nom de famille, mais je ne vais pas le dire trop dans cette émission, je pense. Et donc cette étude, elle s'intitule « Pourquoi les narratifs de gauche ne touchent plus les classes populaires ?» Et pour discuter, donc, la radio des solidarités accueille Jérôme Van Rochefeld-Epstein. Jérôme, tu es chercheur et chargé d'analyse à la Fondation Ceci n'est pas une crise. Et tu as notamment écrit l'étude qui nous intéresse aujourd'hui, « Pourquoi les narratifs de gauche ne touchent plus les classes populaires ?» Bonjour Jérôme. Bonjour. On accueille également Vanessa Amboldi. Vanessa, tu es directrice au CEPAG, le Centre d'éducation populaire André Genot. Bonjour Vanessa. Bonjour. Et enfin, Minervina Bayon. Minervina, tu es secrétaire régionale de la FGTB Liège-Ouiwarem. Salut Minervina. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors pour initier cette discussion, je me tourne vers Jérôme. Jérôme, tu as donc écrit ce texte dont je recommande la lecture. Vous pouvez d'ailleurs trouver cette étude sur le site de la Fondation Ceci n'est pas une crise et il me semble qu'elle est téléchargeable gratuitement. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie d'écrire cette étude ? En fait, ça a démarré avec la défaite de la gauche en général en juin 2024. Et il se fait qu'à ce moment-là, je bossais pour Solidaris. Donc, je venais de faire une campagne électorale avec Solidaris, en contact avec un public populaire très large, puisque la base des affiliés à Solidaris est effectivement très large. Et du coup, j'ai proposé à Jean-Pascal Laby, qui est secrétaire général de Solidaris, d'analyser l'impact de notre communication et de nos narratifs sur notre public. Puisqu'il me semblait à l'époque que même en juin, il y avait encore trop de discours qui allaient dans le sens de nos adversaires sont trop forts, nos adversaires utilisent la manipulation, en fait les fake news fonctionnent trop, c'est les réseaux sociaux, etc. Et qu'il y avait peu de balayage devant notre porte. Alors un an plus tard, il y en a eu pas mal, quoi, mais donc à ce moment-là, ce qui me semble être important, c'est de se dire en fait, je pense qu'il y a plein de trucs qu'on fait pas bien en fait, et qu'il y a toute une série de publics auxquels on n'a pas accès, à qui on parle mal, à qui on ne sait plus parler, et c'est des trucs que j'avais déjà ressentis durant notre campagne, et à ce moment-là, du coup, j'avais voulu rentrer davantage dans cette question-là à partir de la question des narratifs, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on raconte à ces gens-là et comment on le raconte, pour pouvoir voir quelle est en fait notre part de responsabilité aussi dans cette défaite, qui en réalité ne découle pas uniquement de la manière dont on fait campagne sur un temps court, mais ont des racines bien plus longues dans le temps, quoi. Et alors le sous-titre de cette étude s'intitule « Comprendre les échecs et reconstruire des récits qui gagnent la bataille culturelle ». Est-ce que tu pourrais nous expliquer en 2 mots ce que c'est en fait cette bataille culturelle ? Et donc ça, c'est une notion qu'on emprunte à Gramsci, donc qui a été l'ancien président du Parti communiste italien, emprisonné par Mussolini, qui pendant 10 ans, qui est mort à sa sortie de prison et qui a écrit les cahiers de prison et qui a théorisé cette notion de bataille culturelle et d'hégémonie culturelle. Et donc pour le faire court, c'est de dire que en fait le pouvoir politique ne se prend pas uniquement à travers des questions de rapport de force qui à un moment fait que tu vas pouvoir prendre le pouvoir et mettre en place des politiques publiques dites progressistes ou pas, mais qu'en fait pour pouvoir prendre le pouvoir politique, il faut avant tout gagner un combat culturel, c'est-à-dire faire en sorte de faire adhérer un certain nombre, une majorité de la population à des valeurs, une vision du monde qui se traduit du coup par toute une série de comportements culturels, de pratiques culturelles et de production culturelle qui alors là est très très large. Et donc ça c'est tout le champ de la gauche qui a suivi Gramsci, qui a essayé de théoriser la manière d'être présent culturellement auprès de publics qu'il fallait pouvoir toucher, qui avait intérêt du coup à être dans le camp progressiste ou d'adhérer à des théories progressistes. Et par ailleurs, c'est une théorie qui est essentiellement de la méthode, qui n'est pas nécessairement liée uniquement au progressisme, et donc qui a été récupérée aussi par la droite et l'extrême droite. Parfait. Et du coup, quand on parle de bataille culturelle, on entend aussi souvent le nom de fenêtre d'Overton. Et là, je vais juste prendre un petit peu de temps pour expliquer un peu et définir ce que c'est cette fenêtre d'Overton. Et donc, elle désigne en fait l'ensemble des idées, opinions ou pratiques qui sont considérées comme acceptables dans le débat public. C'est-à-dire que cette fenêtre, elle désigne ce que l'on peut dire dans l'espace public sans être immédiatement mis au ban. Et l'idée, c'est que cette fenêtre, elle se déplacerait.
Et donc, en fait, quand une idée est énoncée pour une première fois, elle peut nous sembler choquante ou même indicible. Mais en fait, quand elle est répétée un certain nombre de fois, une deuxième, troisième, quatrième fois, de choquante, elle devient progressivement radicale, puis familière, puis populaire, et parfois, elle s'incarne dans la loi elle-même. Donc, par exemple, on peut prendre l'exemple de la théorie complétiste d'extrême droite, dite du grand remplacement. Cette théorie, elle a été introduite en 2010 par Renaud Camus et répétée un grand nombre de fois, notamment par Éric Zemmour. Et en fait, cette théorie du grand remplacement, on l'entend en 2022 dans un discours de Valérie Pécresse. Et donc ce concept nous permet d'analyser les évolutions des discours politiques, de comprendre comment une idée est devenue acceptable, une idée qui auparavant, en fait, devrait tous nous faire dresser les cheveux sur la tête. Minervina, on constate donc qu'on a changé d'ère politique et que cette fenêtre d'Overton, elle est déplacée constamment à droite vers les idées réactionnaires et d'extrême droite. Toi, tu travailles à la UGTB. Comment est-ce qu'on s'adapte, comment est-ce qu'on gagne du terrain, comment est-ce qu'on doit changer nos discours, notre communication, justement, quand on constate qu'on a changé d'ère politique? Il faut commencer par rappeler, je pense que c'est vraiment fondamental, que toutes les conquêtes sociales qu'on a, que je vais appeler le mouvement ouvrier au sens très large, le mouvement progressiste a obtenu, comme les congés payés, enfin je ne vais pas vous faire la liste, vous les connaissez, elles ont été décrochées parce qu'à un moment donné, on est les vainqueurs de la bataille culturelle, parce qu'à un moment donné, on met en place un rapport de force et on va décrocher des conquêtes. Néanmoins, la droite et le système capitaliste n'a pas d'autre vocation qu'à vouloir les récupérer. Ça, c'est pour moi fondamental. C'est-à-dire que ce qui a semblé à un moment donné acquis ou donné, en fait, a été conquis. Et on est dans un moment de l'histoire où la droite essaye de retirer, reprendre tout ce qu'elle a cédé. Parce qu'à un moment donné, elle n'était pas victorieuse de cette bataille culturelle. Aujourd'hui, évidemment, et l'étude le démontre très bien, entre les mutations du système économique capitalistique, les crises climatiques, géopolitiques, on se retrouve dans une situation où, effectivement, la droite revient en force chercher ce qu'elle a cédé et essaye, en plus, d'apposer des choses de plus en plus extrêmes, extrême droite, droite extrême. On se retrouve avec effectivement des nouvelles idées qui n'étaient pas dans notre champ auparavant. Un des grands avantages de la FGTB et des syndicats, c'est de rester néanmoins au contact d'un public populaire assez important. D'ailleurs, je pense que si la droite et l'extrême droite ont dans le viseur, en Belgique, mais partout, les syndicats, c'est parce qu'ils le savent. Ils savent qu'on reste ce lieu de rencontre du public populaire qui ne devrait pas adhérer à ces propositions. C'est dit dans l'étude, j'encourage vraiment d'ailleurs à la lire. Et cette proximité, c'est une force, c'est notre force. Néanmoins, en raison de mutations économiques, en raison peut-être effectivement d'une époque différente, parce qu'on a gagné en fait, on a gagné, on s'est un peu reposé sur ses lauriers, il faut se réadapter et toucher d'autres publics et différemment. Je pense que le syndicat reste un lieu privilégié où on doit le faire différemment, en prenant conscience de ces mutations, en se regardant en face et en se disant il y a des choses que j'ai dites à un moment donné et aujourd'hui en fait ça passe plus parce qu'effectivement cette bataille culturelle on l'a perdue, mais on a tous les outils pour la reconquérir, dont cette proximité. Ça veut dire effectivement oser se poser, s'interroger sur des mutations fondamentales comme les flexi-jobs, l'intelligence artificielle qui bouleverse évidemment ce monde du travail auquel les syndicats... Quand je dis les syndicats, je tiens aussi à rappeler que les syndicats, c'est les affiliés. La droite a tendance à isoler quelques personnes en disant c'est des institutionnels, mais en fait, ça reste un mouvement de masse. Il faut oser s'interroger sur les mutations de ce monde du travail et y répondre comme on l'a fait à l'époque, c'est-à-dire avec un projet cohérent et qui apportait de l'espoir aux gens.
C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être, on est trop dans la défensive. Tout ça est évoqué dans l'étude, hein, c'est pour ça que je me permets d'en parler. On doit revenir avec une force de proposition d'un monde plus juste, où tout le monde se sent en sécurité, parce que je pense que la droite s'est appropriée la thématique de la sécurité, mais dans un volet qui n'est pas du tout celui que nous, on souhaite, une sécurité du bien-être, du bien-vivre ensemble. Et je pense que ça passe par oser se re-questionner, répondre à ces questions de la mutation du monde du travail et du système économique. Mais néanmoins, cette proximité-là, on l'a, et la droite essaye de nous la retirer aussi, en s'attaquant aux syndicats. Donc je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour se remettre en question et reconquérir la bataille culturelle. Mais je m'emballe vite, alors il faut m'arrêter, parce que sinon, c'est moi qui vais parler tout le temps. Eh ben alors je vais passer la parole à Vanessa, parce que justement là, on parle de stratégie et une question que moi je me pose, et je suis certainement pas la seule, qu'on se pose souvent, c'est le fait qu'on est confronté à l'urgence. On est confronté à l'urgence de se mobiliser en réaction à des déclarations politiques immondes, aux décisions du gouvernement Arizona honteuses, aux morts qui s'accumulent à nos frontières, à l'augmentation des violences racistes et sexistes. Et donc, comment est-ce qu'on fait en fait pour être en même temps sortir de cette forme de réaction et en même temps et construire une stratégie à long terme. Et donc, d'autant plus que en fait, on constate que cette urgence, c'est une stratégie des conservateurs et de l'extrême droite pour nous maintenir les forces progressistes dans une réactivité constante. Et donc, on se demande, est-ce que les forces progressistes ne seraient pas condamnées à être dans cette forme de résignation, à être dans la réaction et à se battre pour conserver, comme tu disais, un État social, conserver une protection sociale, conserver des conquis sociaux et donc à ne plus chercher la conquête de nouveaux droits. Et donc, j'avais noté ici une citation de Mariame Kaba, qui est enseignante et autrice américaine et qui nous dit, en fait, il faut avoir l'urgence du moment et la patience de 1000 ans. Du coup, Vanessa, toi qui travailles au CEPAG, dis-nous un peu comment on construit une stratégie à long terme, comment on construit nos propres narratifs sans être constamment dans la réaction. Eh bien, c'est le temps qui nous aide. En fait, finalement, aujourd'hui, on est dans une société de l'urgence. Minervina a parlé aussi de l'intelligence artificielle. Tout va super vite. On est presque dépassé par la rapidité des évolutions, qui peuvent être positives, mais cette rapidité. Et ici, pour essayer de faire changer les choses, je pense qu'il faut réfléchir sur le temps. Et nous, quand on est dans l'éducation populaire, ce temps, on le prend parce qu'on forme les gens, on informe, on prend le temps d'expliquer. Et ce temps-là, c'est peut-être une notion fondamentale pour essayer de recréer un projet de société. Alors, les conquêtes sociales sont importantes à défendre. Donc, évidemment, aujourd'hui, elles sont attaquées de toutes parts. Et donc, il faut continuer à les défendre. Ces conquis sociaux ont été gagnés de haute lutte. Il faut pouvoir en être les garants et les protecteurs aussi. Néanmoins, il faut continuer à développer d'autres conquêtes et pouvoir aussi répondre à d'autres messages, à d'autres demandes du public populaire ou du public du monde du travail qui, par exemple, pour nous au CEPAG, est notre public premier et notre fil rouge qui est la question du travail. Donc je crois que ce qui est fondamental, c'est le temps. Et ça, le camp d'en face, ou en tout cas les politiques actuelles, essayent de nous priver de ce temps-là. De nous priver de ce temps-là, mais aussi de nous priver de ces forces-là. En essayant de couper les subsides, de renforcer les contrôles, de nous empêcher au niveau de l'éducation populaire et du monde associatif large, de pouvoir faire notre travail aisément, c'est-à-dire d'avoir du temps, d'avoir des forces disponibles, eh bien on nous prive justement de pouvoir créer ce projet de société avec le public. Parce que finalement, les travailleurs et les travailleuses, si on prend le public du monde du travail, mais c'est les premiers experts du travail. C'est eux qui connaissent, eux et elles, qui connaissent leur réalité. Et c'est eux qui
peuvent construire avec alors le monde associatif, syndical, mutualiste, ce projet de société qui peut amener de nouvelles conquêtes sociales et qui peut aussi défendre les conquis sociaux qui sont aujourd'hui mis à mal et fortement. Et au-delà de ça, au-delà du travail du monde associatif ou du monde syndical mutualiste, il y a aussi toutes ces nouvelles luttes. Je pense par exemple aux luttes pour le climat, peut-être aux luttes, comme tu le disais aussi, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi toute la communauté LGBTQIA+, qui aujourd'hui se bat et est de plus en plus visée aussi par les gouvernements de moins en moins démocratiques qu'on a en Europe. Je pense à la Hongrie par exemple. Et là, je trouve que c'est aussi intéressant de voir l'imaginaire qui est créé dans ces mouvements-là et dont on peut s'inspirer pour créer ce projet de société et regagner cette bataille culturelle dont on parle énormément. Et puis, la culture. Une bataille culturelle, c'est aussi la culture. La culture, ce sont des émissions radio comme on fait aujourd'hui, c'est un festival dans lequel on est aujourd'hui, mais c'est aussi pouvoir donner un accès à une culture, de pouvoir donner de la place à une culture populaire, c'est pouvoir accepter différents types de cultures, et ça c'est essentiel. Et on voit aussi que la culture est souvent attaquée quand on veut casser le collectif, parce que finalement la culture est un vecteur d'émancipation et de réflexion qui permet aussi d'avoir ce temps, quand on est dans le temps de pause pour pouvoir aller au cinéma, aller voir un spectacle, aller écouter un concert, c'est un temps de pause. Et donc ce temps-là, on essaye aussi de l'empêcher et d'augmenter le temps de travail et d'augmenter le stress, la charge mentale, quelle qu'elle soit. Et donc c'est là, je pense qu'il y a des espaces. Et donc ce temps, pour nous, est vraiment essentiel. Et ça, je crois que la notion de temps, on est les premiers toutes et tous à pouvoir le garder. Le temps, c'est à nous. Donc ce temps-là, pour moi, est essentiel pour pouvoir continuer à réfléchir au projet de société. C'est ça. Et donc, il faut pouvoir trouver cet équilibre et dans les délais. Dans l'étude de Jérôme, on trouve également cette phrase. Et je pense qu'elle rebondit pas mal sur ce que tu amènes aussi, Vanessa. En fait, il y a cette phrase, elle dit, une autre grande conséquence de la disparition de notre présence sur le terrain, c'est la création d'une classe à part entière, une élite politique et culturelle progressiste, globalement déconnectée des classes populaires. Alors, je voudrais vous demander à Vanessa et à Minervina si vous partagez ce constat et peut-être donner d'abord la parole à Jérôme. Si toi tu veux dire un mot pour expliquer un peu plus ce constat, comment il est arrivé et pourquoi tu l'as écrit. Voilà. Oui, et avec un élément de précaution supplémentaire où je suis très conscient aussi que ça fait partie des narratifs de la droite populiste de dire que la gauche c'est une petite élite qui ne se voit qu'entre eux et qui boit des cafés glacés du haut de leur ville, de leur tour d'ivoire. Et effectivement, c'est pas de cette manière-là que j'envisage cette forme de déconnexion. En fait, pour moi, et c'est pas non plus socio-économique. Pour moi, c'est une déconnexion que j'appellerais affective, sociale et empathique. C'est-à-dire en fait le fait qu'à un moment donné tous les mouvements sociaux ont eu besoin d'élites intellectuelles plus documentées sur certaines questions qui effectivement avaient une présence de terrain avec des personnalités ponts qui arrivaient à faire le lien entre les classes populaires sur le terrain, les classes travailleuses et des élites politico-culturelles, et où aujourd'hui on a effectivement une élite culturelle qui a pensé des savoirs poétiques tout à fait vrais, justes, cohérents dans des espaces militants et universitaires, et qui l'a calqué comme ça, tel quel, dans des espaces populaires sans le mettre en culture, d'une part, et d'autre part en ayant eu toute une série d'intermédiaires, de personnalités ponts, mais aussi des élites culturelles elles-mêmes, qui ont perdu un savoir de connexion empathique avec les gens, une capacité à parler, une capacité à se connecter, et où, en fait, dans les quotidiens respectifs des classes populaires et des élites culturelles, il n'y a plus grand-chose à partager. Et donc, c'est effectivement plutôt cette forme de déconnexion-là que j'essaye de nommer. Très bien. Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui a envie de réagir? Est-ce que vous partagez ce constat dans vos réalités de travail? Oui.
moi, par exemple, je prends un exemple très personnel qui vient aussi de mon parcours de vie, mais j'ai vraiment du mal avec ce que je vais appeler des intellectuels de gauche, qui me sont par ailleurs très proches, genre des amis. J'ai vraiment du mal avec la critique d'un film ultra populaire, mais jugé peut-être mauvais. Voilà, je donne un exemple très concret. Ça m'agace fortement parce que si ça a plu à autant de gens, c'est qu'il a véhiculé quelque chose. Et donc, je trouve ça plus intéressant de s'intéresser de se questionner à tiens, qu'est-ce qu'il a suscité, parce que rien n'est anodin, même pas dans une grosse comédie populaire. Donc voilà, ça arrive, ça m'énerve un peu parce que je me dis, effectivement, si on n'arrive pas à comprendre ce qui plaît à tous les travailleurs, à toutes les travailleuses, aux jeunes, je pense qu'on est à côté d'un sentiment d'empathie et de compréhension du coup. Après, j'ai envie de dire que je connais aussi énormément de gens qui c'est pas de la condescendance, c'est pas du mépris, c'est plutôt on est tellement nous convaincus du bien fondé, je sais pas, genre de la sécurité sociale, qu'en fait on se dit mais c'est pas possible que ce ne soit pas partagé ou moi je vais donner un exemple, les flexi-jobs. Nous, évidemment, d'un point de vue syndical, c'est une critique totale et globale. Et néanmoins, soyons francs, moi j'ai entendu des gens me dire moi je suis contente de travailler, je suis pensionnée et je suis contente de travailler en flexi-job. Alors, si je reste dans ma posture, non, évidemment, il ne va pas m'écouter. Je pense que je dois m'arrêter et prendre ce temps qu'évoquait Vanessa pour comprendre comment on en est arrivé là. Et je mets on parce que je m'inclus dans ce collectif, quoi. Donc, oui, ça existe. Parfois, je pense que c'est plus par une adhésion très forte à certaines valeurs et qu'on se dit mais comment est-ce possible que ce soit pas si évident, si compréhensible, plus que par de la condescendance ou du mépris qui parfois est un peu évoqué dans l'étude. Je pense que parfois on se dit mais enfin comment est-ce qu'il comprend pas ce qui est évident, mais je pense que là il faut vraiment qu'on prenne le temps effectivement d'écouter. Sinon, on ne regagnera pas. Mais moi, je pense que l'histoire n'est pas écrite. Donc, mais voilà, il faut entendre ces choses-là. Et je pense que c'est ce qui a fait et c'est ce qui fait la force des syndicats encore aujourd'hui, c'est de pouvoir entendre cette parole-là, cette réalité-là. Prendre le temps d'écouter. Donc, Vanessa, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Mais un peu comme le dit Miner, c'est-à-dire c'est à la fois oui et non, en fait. C'est plus complexe que ça. On ne peut pas se dire il y a une élite complètement décrochée. Ce n'est pas ce que tu as voulu écrire, évidemment, Jérôme. Donc, entendons-nous bien. Mais ce n'est pas une élite qui vit dans sa tour d'ivoire et qui regarde la plèbe d'en bas. Pas du tout. Je pense qu'effectivement, mais ça, c'est aussi des questions de personnalité, peut-être aussi des parcours politiques. Si on parle d'une élite politique progressiste qui semble en décrochage, il y a parfois aussi un parcours politique qui se fait peut-être trop en réaction pour des enjeux électoraux qui sont tout à fait légitimes. Donc je crois que c'est plus compliqué que ça de se dire qu'il y a une espèce d'élite et c'est peut-être un discours trop facile et trop populiste dans le mauvais sens du terme. Par contre, ce dont il faut tenir compte, c'est que, comme l'a dit Minervina, c'est qu'il faut écouter. Il faut prendre le temps d'écouter. Il faut alors prendre le temps, de nouveau, désolée, je suis monomaniaque sur le temps aujourd'hui, mais il faut aussi se donner la possibilité d'aller sur le terrain, de revenir sur le terrain, d'écouter les personnes et aussi de parfois se dire « Ah, mais enfin, comment est-ce possible ?» d'entendre ça, se dire si on l'entend, c'est qu'il y a peut-être une manière de devoir réexpliquer les choses ou de redéfinir certaines choses, redéfinir certains conquis sociaux, comme tu l'as dit. Et là, tu as pris l'exemple des flexi-jobs, mais on peut aussi prendre l'exemple de la limitation
limitation dans le temps des allocations de chômage, où effectivement on peut entendre que finalement c'est quand même pas mal d'aller un peu punir ceux qui abusent. Et donc c'est tout un travail qu'on doit mener, mais sans dire ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Ça n'avance à rien en fait. On ne sait pas faire de l'échange, de l'éducation populaire et donc réfléchir à un projet de société si on est fermé. C'est parfois difficile. C'est parfois difficile quand il y a aussi des propos racistes, sexistes qu'on peut entendre en formation. Et donc il faut reprendre le temps de réexpliquer et pas de recadrer la personne. Donc c'est pas une mince affaire, mais c'est très agréable aussi de pouvoir se donner ces défis-là. Oui, tout à fait. Je vais repasser rapidement la parole à Jérôme. Tu avais envie de réagir ? Sauf si tu veux avancer dans le débat, mais parce que j'avais un élément à rajouter là-dessus. C'est l'idée aussi que quand je parle de cette déconnexion, c'est pas personnalisé au niveau individuel. Pour moi, j'analyse les choses à un niveau structurel des organisations de la société civile progressiste. Et donc, je fais beaucoup de liens évidemment avec la manière dont ces organisations progressistes, du maillage ouvriériste, étaient implantées post-Seconde Guerre mondiale. Et que progressivement, en fait, il y a eu une forme de technicisation, d'élitisation de nos langages, de nos plaidoyers politiques, de nos études, etc. Et donc de nos priorités politiques et donc de nos narratifs au fur et à mesure du temps. Et c'est cette déconnexion-là dont je parle qui fait que, par exemple, in fine, quand un affilié de mutualité rentre dans une mutualité, il n'a pas l'impression de rentrer dans une organisation qui est la sienne. Quand il parle à quelqu'un au guichet, il n'a pas l'impression d'avoir quelqu'un qui est de la même classe sociale que lui, mais plutôt une personnalité froide qui applique des règles froides, alors qu'avant, on était toutes et tous dans le même bateau. Et dans le travail culturel de regagner de l'empathie, il y a cette idée-là, de faire en sorte qu'à un moment donné, l'organisation et les personnes et les publics, en fait, se sentent appartenir à la même classe sociale. C'est tout ça l'enjeu. Et alors moi, je ne peux pas m'empêcher de citer Rose Lamy par rapport à toute cette question, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Ascendant Beauf. Et voilà, je vous conseille vraiment cette lecture qui permet d'éclairer pas mal de choses justement sur ces questions-là. Et aussi, je voulais juste ajouter le fait aussi qu'on a toujours le premier réflexe de vouloir expliquer des choses. Or, on oublie qu'on fonctionne beaucoup plus sur base de nos émotions. Et donc, voilà, que le fait de donner de l'information n'est pas ce qui fonctionne le mieux dans le fait de pouvoir connecter avec les personnes et en fait, de créer une connexion et donc d'avancer ensemble et de trouver là, en fait, l'endroit où on crée du lien, quoi, où on est d'accord sur quelque chose. Je pense que c'est fini ? Pour ça, je me tais. Vas-y, c'est parce que ton micro n'était pas allumé. Ah, ok. Non, je pense que c'est un peu ce que dit au final l'étude, ou en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois. À un moment donné, on a réussi à avoir de l'empathie, avoir des arguments raisonnés, une technicité et tout ça dans un esprit syndical éducation populaire, grâce aussi, tu l'évoques, à une démultiplicité de lieux. Le lieu de travail, les maisons populaires, les maisons de... Et donc, ça permet d'avoir des moments d'empathie, des moments d'écoute, des fêtes, des moments de formation, d'information. Et donc, en fait, on arrivait à englober tout ça dans plein d'aspects et de la vie au travail et de la vie privée. Et donc, du coup, on sait être dans l'empathie, on sait être dans la fête, on sait être dans la formation, dans l'information. Et tout ça, ça fait partie de la bataille culturelle. Forcément, en perdant cette démultiplicité, tous ces lieux, et sans compter la montée des réseaux sociaux, de la télé, et qui sont évidemment des progrès. Moi, je suis une enfant de la télé, donc que les choses soient claires. Mais c'est sûr que du coup, on se retrouve à ne faire que de la technicité à un moment donné, ou que il n'y avait pas cette espèce de mouvement qui en fait occupait tous les champs de ta vie humaine. Et ça, on doit trouver une manière de les réinvestir, même si c'est parfois autrement, et peut-être par des émissions de radio. C'est vraiment super parce que ma dernière question, c'était, Jérôme, dans ton étude, tu appelles à une union des narratifs de gauche, et ma question c'était, ok, mais comment ? Eh bien, je pense que tu nous as déjà donné pas mal de pistes, et je ne sais pas si Jérôme, Vanessa, vous avez d'autres pistes à partager.
Comme l'a dit Minervina, c'est le collectif. Donc on est dans une société de plus en plus individualisée. C'est une réalité. Et recréer un collectif, ça donne aussi, c'est un beau défi, réfléchir à comment recréer ce collectif, comment réinvestir les lieux. C'est un beau défi, c'est un enjeu intéressant et c'est un enjeu qui peut se faire effectivement en unifiant les différents narratifs de gauche et en s'y mettant toutes et tous. Parce que voilà, comme l'a dit Minervina aussi, l'histoire n'est pas écrite. Et donc il y a des enjeux aussi et peut-être des bons moments pour recréer ces espaces collectifs qui mêleront alors différentes choses et raccrocheront ceux qui se sont peut-être mis un petit peu en dehors et comprendront un peu mieux ce qui se passe sur le terrain. Jérôme. Non mais donc moi je partage tout à fait ce qui a été dit. Je pense que en fait le lien entre à la fois ce qu'on peut faire sur le terrain et ce qu'on va raconter de manière générale sur le terrain et à un niveau plus macro, c'est justement ce dont tu parlais. C'est faire de l'émotion et comment on fait de l'émotion en politique en fait en utilisant la morale, c'est-à-dire en utilisant les valeurs qui sont sous-jacentes à nos programmes, à notre vision du monde, etc. Et donc ça on peut le partager avec des publics qui ne partagent pas nécessairement la volonté de faire une diminution collective du temps de travail par exemple. Mais parce que si on pense solidarité, en fait c'est des gens qui vivent aussi de la solidarité concrète dans leur quotidien. Il faut pouvoir connaître et appréhender ces gens dans leur quotidien pour savoir à quel endroit on doit appuyer, pouvoir parfois recréer des lieux de solidarité chaudes et concrètes de telle manière à pouvoir justement véhiculer après dans un second temps des narratifs de gauche qui s'appuient sur leurs expériences à partir d'une morale, ce que j'appelle la morale populaire progressiste. Morale populaire progressiste. Ok. En tout cas, merci à vous trois. Moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'on a besoin aujourd'hui de faire masse et qu'il est important donc de faire en sorte que nos espaces soient des espaces où les gens ont envie d'aller. Et du coup, pour ça, pour créer des espaces où les gens, pour faire grandir ces mouvements, c'est aussi de se dire, ok, on parle des dominations. Pardon Arnaud, je suis perturbée. Mais c'est pas grave. En tout cas, merci à tous les trois. Merci à toi.